Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Matos, l'émission 100% dédiée à l'équipement, chaque mois sur Motorlive, dans laquelle nous allons décortiquer les nouveautés et les actualités autour de l'équipement pour le pilote et la moto. Sur ce, je vous propose qu'on attaque tout de suite. Allez, c'est parti, générique. On attaque la première actualité produit avec une nouveauté casque qui vient du fabricant français, le casque Roof Roadster. Donc on est sur un casque jet, ça je pense que vous connaissez de manière assez classique. Par contre, il a une mentonnière qui est amovible avec un système magnétique. Et ça pour le coup, c'est assez nouveau et j'ai pas vu ça sur beaucoup de modèles de casque. Et je trouvais ça intéressant de vous en parler parce que ça apporte une vraie praticité et un vrai confort dans le fait de retirer et remettre la mentonnière. En effet, vous n'avez pas à vous galérer à chaque fois pour l'accrocher et la remettre. Vous n'avez pas besoin de clipper des trucs. Là, vous avez juste simplement à l'approcher de votre visage. Elle vient automatiquement s'accrocher grâce au système d'aimant. Bien évidemment, c'est pas une mentonnière de protection, c'est une mentonnière pour vous protéger du vent, du froid, mais ce sera pas fait pour vous protéger en cas d'impact ou d'accident. Ça reste un casque homologué jet et non homologué intégral. Après, sinon, niveau caractéristiques, on retrouve des choses assez classiques avec un casque en fibre de verre, un écran transparent ou solaire qui se monte donc directement sur le casque et qui est identique en fait au modèle RO9, donc c'est compatible avec les anciens modèles si vous avez déjà ce modèle de casque chez vous. Et il est disponible en 7 tailles qui vont donc du XS au XXL. C'est déjà disponible en magasin si vous voulez en commander un puisqu'il est sorti en mars 2022. Et enfin, sachez qu'au niveau prix et coloris, il est proposé en deux coloris. Le noir mat uni proposé à 299 € et enfin le coloris Iron, le coloris gris métal qui est proposé à 349 €. On attaque la deuxième actualité avec Brembo qui nous sort une application smartphone. Et oui, Brembo qui sort une appli pour smartphone, mais pourquoi faire? Eh bien tout simplement pour lutter contre la contrefaçon. En effet, si vous avez déjà regardé un petit peu sur le net, on trouve souvent des sites étrangers qui proposent du Brembo à pas cher. Sauf que du Brembo à pas cher, ça n'existe pas trop. Il y en a par contre qui pensent faire une bonne affaire en faisant ça et au final ils se retrouvent avec une pièce particulièrement dangereuse sur leur moto qui se retrouve à pas forcément bien freiner, voire carrément à casser. Autant vous dire que sur du freinage c'est quand même assez risqué et pour essayer de lutter contre ça, Brembo a sorti donc une application disponible sur iOS et Android qui s'appelle Brembo Check et grâce à cette application vous allez pouvoir comme ça scanner le petit QR code qui normalement se trouve sur chacun des produits Brembo que vous avez pour vérifier l'authenticité de votre produit. Donc voilà, c'est une application toute simple, toute bête mais qui vous permet comme ça de savoir si ce que vous avez acheté est un vrai produit Brembo authentique fabriqué en Italie. Et enfin, troisième et dernière actu, ça vient de chez Akrapovic qui se lance dans les crash bars. Et oui, Akrapovic, ça y est, attaque le marché de l'accessoire. Tout simplement parce qu'ils sentent que le vent est en train de tourner, on va pas se le cacher. Les pots d'échappement titane, ça va pas encore durer 20 ans, on le sait, avec l'électrique qui est en train de débarquer petit à petit dans le monde du deux roues. Et donc, ils sont en train progressivement de se tourner vers d'autres choses que simplement fabriquer des échappements. Et quoi de mieux que d'utiliser du titane pour également proposer des crash bars? Eh bien, c'est ce qu'ils ont décidé de faire avec donc une première série de crash bars à destination de la BMW R1250 GS et GS Adventure. Ils ont décidé en fait de réutiliser leur savoir-faire sur la partie titane, ce qui leur permet ainsi de proposer des crash bars 40% plus légers que si vous étiez sur des crash bars en acier, comme on a l'habitude de connaître en fait sur la plupart des modèles de crash bars des autres équipementiers. Et cela permet ainsi de diminuer le poids de cet équipement à seulement 6,26 kg pour l'ensemble des 4 pièces, donc les 2 pièces basses et les 2 pièces hautes. C'est particulièrement léger et on devrait pas vraiment les sentir sur la moto. Par contre, ce que vous devriez bien sentir passer, c'est le tarif parce que c'est un tarif particulièrement élevé et personnellement je sais pas si j'irais faire du tout-terrain avec des crash bars à ce tarif là, mais sachez qu'ils sont proposés au prix de 1188 € pour les 2 crash bars supérieurs, donc ceux qui sont compatibles avec la GS classique à partir de 2019 et 1620 € pour la partie inférieure, donc ça fait quand même un total de 2808 €. Je sais pas s'ils vont en vendre beaucoup, mais bon, comme ça au moins vous êtes au courant. Voilà pour les actus, maintenant je vous propose que l'on parle des tests du mois qui vont arriver, à savoir 2 casques que je suis actuellement en train de tester. Il s'agit donc du Shoei NXR2, le casque Sport GT plus ce Sport que GT d'ailleurs, mais ça on en parlera dans l'essai, que je vais vous sortir très bientôt. Et le second test à venir, c'est le Schuberth C5, le fameux casque modulable de la marque allemande. Je vais commencer à le tester aussi très bientôt dès que je l'ai reçu et vous aurez l'essai complet sur la chaîne. Je sais que c'est un test pas mal attendu, moi en tout cas j'ai hâte de pouvoir l'essayer parce que le C4 Pro avait quand même déjà mis la barre pas mal niveau qualité et là je pense qu'ils ont moyen d'avoir fait encore un cran au-dessus. On passe maintenant à la définition du mois et le mot de ce mois-ci, c'est la norme ECE 2206. Alors, qu'est-ce que c'est que ce charabia? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous en faites pas, je vais tout vous expliquer en quelques minutes. Il faut savoir que la norme ECE 2206, c'est tout simplement la nouvelle norme de casque qui est en train de débarquer sur le marché et on va en entendre beaucoup parler cette année parce que à partir de 2023, il ne sera plus possible pour les grandes enseignes de distribution de vendre des casques sous l'ancienne norme ECE 2205. Alors, quelles sont les conséquences de cette norme 2206? C'est surtout
surtout une amélioration et un gain de sécurité pour nous en fait les motards, puisque elles vont engendrer des améliorations sur la protection, des nouveaux tests en fait d'impact pour voir un petit peu si le casque résiste vraiment à des chocs plus extrêmes qu'auparavant, et également des tests sur les accessoires qui sont fournis et montés sur le casque afin de voir si justement une fois monté ça vient pas impacter la performance et la résistance du casque, notamment dans les protections sur les rotations quand vous avez une chute qui peut frotter sur un trottoir ou ce genre de choses. Je vous donne quelques exemples, mais sur les casques modulaires on va les tester maintenant casque ouvert et casque fermé pour voir en fait comment ça résiste, et plus seulement casque fermé. Donc il y aura comme ça des améliorations sur cette partie là. Quand il y a des solaires également intégrés dans les casques, on va aussi tester les chocs quand la solaire est déployée ou non déployée pour voir comment elle réagit, savoir si la solaire n'a pas tendance à bouger suite à une chute et qu'elle vous rentre pas dans les yeux. Bref, ce sont tout un tas d'affinements et d'améliorations qui vont être réalisés pour justement sécuriser toujours plus votre tête, vos yeux et votre visage. Alors pas d'inquiétude bien évidemment, si vous avez un casque avec l'ancienne norme, vous pourrez toujours rouler avec, même encore dans plusieurs années. C'est juste que à partir de cette année, tous les fabricants de casques vont petit à petit se mettre à ne proposer que des casques en 22.06 parce qu'ils savent qu'à partir de l'année prochaine, ce sera plus du tout possible de les vendre. En tout cas, moi le test qui m'impressionne le plus sur cette nouvelle norme, c'est ce qu'ils appellent le test de particules à haute vitesse sur l'écran, où ils envoient une bille d'acier à 216 km/h sur l'écran pour voir si en fait l'écran est capable de résister à un impact aussi fort, et donc si justement ça vient pas se retrouver dans votre œil. Et justement, on a pu voir un petit peu comment ça fonctionnait, les tests d'impact, les tests d'oblique, bref tous ces éléments qui permettent de vérifier la sécurité et les performances d'un casque chez Naka, le fameux fabricant français qui crée des casques ultra légers pour le motard. C'est tellement léger que d'ailleurs on a l'impression de pas avoir de casque sur la tête, c'est assez étrange au début, et on a pu comme ça découvrir comment ils réalisent leur casque, comment ils certifient leur casque, et surtout comment ils vérifient avant de les envoyer en certification que tout est ok pour la suite. Donc là ce que je vous propose, c'est qu'on découvre ensemble chez Naka pour voir un petit peu comment cela fonctionne chez eux. C'est parti! Naka, c'est une nouvelle marque de casque de moto. Ça fait 5 ans qu'on développe ça, ça fait qu'un an et demi qu'on a les homologations pour les vendre, donc on a fait un gros travail là-dessus parce que les casques sont fabriqués très différemment. Nous, on vient du monde du composite. La particularité, c'est que ce sont des casques qui sont fabriqués en sandwich carbone, nid d'abeille. Un casque beaucoup plus compact que les autres qui passent les mêmes normes d'homologation. La nouvelle norme, on y travaille depuis 1 an. Ils se sont alignés sur les tests de la norme FIM, qui est la norme pour la course moto. Pour passer de la 0,5 à la 0,6, en fait, il y a des tests haute énergie, on appelle ça. Sur la 22,05, il n'y avait qu'une seule vitesse de frappe. La 22,06, il y a des hautes énergies et basses énergies. Donc la vitesse de choc est plus élevée. Et du coup, ça implique d'avoir des distances d'amorti plus grandes, donc il faudra des casques plus grands. On est très bien équipé, on a un laboratoire de test en interne. Donc on a les mêmes machines qu'il y a dans les centres agréés. On fait des tests régulièrement en changeant la densité du polystyrène, en changeant l'épaisseur du carbone avec des tissus différents. Pour passer la première norme, on a détruit entre 400 et 500 casques. On avait déjà fait des essais là-dessus, donc forcément on était avantagé là-dessus. Donc on a des tailles 1, on s'était lancé un défi de faire un casque vraiment très petit, très fin, très aérodynamique. Et pour passer la nouvelle norme, on va devoir passer les tailles 1 dans les tailles 2. On sera toujours plus petit que les autres, mais on va être obligé de faire ça. Les casques seront un poil plus lourds et forcément il y a un petit peu plus de matière, donc oui ça sera un peu plus cher à la fabrication, mais c'est le même principe. À l'utilisation, moi je pense que ça sera moins bien parce qu'on aura des casques plus gros, des casques plus lourds, mais par contre sur la frappe je pense que c'est utile, oui. Là on a le droit de vendre des casques en 22,05 jusqu'au 1er janvier 2024. Pour la 22,05, l'Europe préconise d'utiliser les casques seulement 36 mois. Pour la 22,06 par contre il n'y a aucune préconisation pour l'instant. On a un bureau d'études en interne, on a une machine numérique, on fait nos moules en interne. Nos casques sont entièrement faits en France, de la conception jusqu'à la fabrication des moules, jusqu'à la peinture et au montage final. Et par rapport à la technologie qu'on a apportée donc aux casques de moto, sandwich carbone nid d'abeille, on est obligé de les faire en plusieurs parties. Un casque normal est fabriqué donc dans un moule, pour les casques en composite je parle, dans un moule avec baudruche, ils sont fabriqués en voie humide, donc c'est du tissu sec, imprégné avec de la résine époxy au polyester. Nous, la grosse différence, c'est qu'on est obligé d'avoir moule contre moule en alu parce qu'on utilise des tissus en pré-imprégnés. Les 4 parties différentes du casque sont moulées sous presse chauffante à 140 degrés à 15 tonnes de pression. Ensuite, on vient donc découper chaque partie à la main. Et ensuite, on a un moule de collage, le brevet qu'on a déposé sur le casque. C'est par rapport aux zones de collage qui sont à 45 degrés pour que sur l'impact, le nid d'abeille continue à amortir les chocs.
On vient renforcer toutes les zones de collage en stratifiant à la main à l'intérieur des casques. Donc il y a un gros travail, c'est très long à faire. Une fois qu'on a fait ça, les casques partent au vernis. On n'utilise pas d'après parce qu'on a un configurateur sur notre site internet où on les vend en direct. Et les casques sont entièrement peints à la commande. On vernit les casques, on les reponce entre chaque couche de vernis pour boucher toutes les microporosités. Une fois que nos casques sont prêts à peindre, on les stocke. Et dès qu'on a une commande donc, sur notre site internet, on commence la déco. Une fois qu'on a fait les décos, on met un premier vernis de charge. On reponce encore une fois le casque et là on met un vernis de finition pour qu'il n'y ait aucune marche entre les couches de peinture. Et la dernière étape, donc, c'est le montage. Donc tout est monté à la main. Aujourd'hui, sur un casque, on est quasiment à 8 heures de main d'œuvre, ce qui est énorme. On espère pouvoir diviser par 2 en faisant plus de volume. La première année, on a vendu aux alentours de 500 casques et on espère d'ici 4-5 ans en faire entre 5 et 10 000. Le casque intégral est à 1100 €, peinture comprise, et le jet est à 800. L'intégral pèse un peu plus d'1 kilo. Les premiers protos qu'on avait fait qui passaient les homologations étaient aux alentours de 900 grammes. Et au fur et à mesure qu'on a voulu faire un casque mieux fini, on a été obligé d'alourdir un petit peu par rapport au poids du cuir, à la finition de la peinture, etc. Ouais, vraiment super intéressant ce reportage chez Naka. C'est une marque que je connaissais pas forcément beaucoup. Et là, le fait de découvrir tout ce qu'ils faisaient en fait près du circuit du Castellet, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Et je comprends un peu mieux pourquoi c'est pas donné de créer un casque quand on voit tout le matériel qu'il faut pour pouvoir passer les normes, les certifications. Franchement, c'est des budgets complètement délirants. On attaque maintenant la dernière rubrique de cette émission Matos, à savoir la réponse à vos commentaires. Donc j'ai sélectionné 3 commentaires publiés sur mes 2 dernières vidéos, à savoir la vidéo sur le Monimoto 7 et la veste Bering Nordcap. Donc le premier commentaire c'était de Nico74 qui me demande si on peut déconnecter temporairement le système, notamment pendant qu'on fait une traversée en mer, pour éviter en fait que le système ait l'impression que la moto est volée parce que le bateau se déplace et nous forcément on n'est pas à côté de la moto. Eh bien oui, tu as une possibilité en fait dans l'application de mettre en pause, de désactiver temporairement pendant 1 heure, 2 heures et ce jusqu'à 24 heures le système de détection. Donc ça se fait directement dans l'appli. Tu maintiens ton doigt en fait sur l'icône qui est située à droite de la batterie et tu viens choisir le temps de désactivation et comme ça t'es tranquille le temps que tu traverses la mer avec ton bateau. Deuxième question de Bigfoot Belgium qui me dit: je suis en possession de l'ancien modèle et ce qui me dérange c'est que lorsque quelqu'un monte sur la moto, le tracker ne réagit pas. Le nouveau modèle est-il plus sensible? Alors non, il n'est pas beaucoup plus sensible. Il réagit un peu plus quand il y a quelqu'un qui monte sur la moto, mais clairement comme on a un système qui fonctionne à pile, le niveau de sensibilité du boîtier n'est pas énorme parce que sinon ça mangerait énormément d'énergie pour être en permanence en détection du moindre petit mouvement. Donc si vraiment tu cherches un boîtier qui est capable de détecter la moindre petite vibration, il faudra se tourner vers d'autres modèles tels que le Georide 3 ou encore le Pégase. Ces 2 boîtiers là, eux ils sont directement connectés à ta batterie et résultat, ils ont la possibilité en fait de détecter la moindre vibration, la moindre petite chute, contrairement au Monimoto qui lui fonctionne directement à pile et de ce fait beaucoup plus facile à installer dans la moto. Enfin, dernière question, mais cette fois-ci sur la veste Bering Nordcap, c'est une question de la fuite 49 qui me disait: est-ce que mon jean est étanche? Parce que pour ceux qui n'avaient pas vu, j'ai roulé sous la flotte sans pantalon de pluie et mon jean il est repeint de flotte totalement. Donc oui, je confirme, les grelots étaient bien au frais. Voilà, c'était la connerie de fin. Et bien voilà, c'est déjà fini cette première émission Matos. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis sur cette première émission, ce que vous en avez pensé, ce que vous voudriez peut-être voir en termes de contenu, de reportage. N'hésitez vraiment pas à vous faire plaisir en écrivant tout ça dans les commentaires. Et notre objectif, c'est de vous proposer une émission qui vous intéresse, qui vous plaise, donc faites-vous plaisir. N'hésitez pas également à liker la vidéo, à mettre le petit pouce vers le haut pour vous montrer que ça vous a plu, ça fait toujours plaisir et ça va nous permettre comme ça de savoir si ça vaut le coup qu'on fasse de futures émissions sur le sujet. Et si vous découvrez la chaîne Motor Life pour la première fois grâce à cette émission Matos, n'hésitez pas à vous abonner grâce au bouton qui s'affichera sur l'écran. Merci à tous et je vous dis à très bientôt.